Bonsoir à tous. On a effectivement le plaisir d'accueillir parmi nous des intervenants qui ont fait pour certains d'entre eux des milliers de kilomètres pour nous rejoindre aujourd'hui, puisque nous avons Christian du Québec et Jason également du Canada. Et puis, nous avons effectivement aujourd'hui des intervenants de qualité avec un mix de professionnels, effectivement, des 10 et puis des personnes qui le vivent dans leur trip, dans leur ADN au quotidien. Voilà, donc je vais vous présenter les intervenants du jour. J'ai mon petit papier pour pas faire d'erreur. Voilà, donc pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Garbi, qui est, vous voyez là-haut également le slide qui s'affiche, qui est au conseil d'administration d'Avenir Dysphasie, qui est formée en neurosciences et en rémédiation cognitive. Vous avez une très bonne connaissance des problématiques 10 pour les enfants et notamment pour les familles en expatriation, donc les familles françaises qui vivent à l'étranger. En 2016, vous avez eu le courage d'ouvrir une antenne de correspondants des Français à l'étranger, donc pour la première fois pour la Fédération française des 10, grâce à Sophie. Et puis actuellement, vous vivez à Genève, donc également un bon trajet pour nous rejoindre entre Genève et Lausanne, si j'ai bien compris. Et puis vous êtes reconnu par les professionnels comme un parent expert pour aider les familles 10. Voilà, nous avons également le plaisir de recevoir Christian Marois, qui est le directeur général de Dysphasie Québec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Dysphasie Québec, c'est un organisme à but non lucratif et qui aide les parents également et les enfants et les adultes qui sont 10, en particulier la dysphasie. Vous offrez des services d'information, de soutien à ces différents intervenants. Et ce que j'ai bien aimé dans votre profil, vous dites s'exprimer au-delà des mots avec un chiffre. La dysphasie Québec existe depuis plus de 30 ans. Voilà, donc un bon retour d'expérience aujourd'hui et je trouvais ça très intéressant d'avoir un intervenant du Québec qui va nous expliquer aussi qu'est-ce qui est fait outre-Atlantique et qu'on pourrait éventuellement répliquer en France. À côté de Christian, nous avons Jason Ebert-Houl, je prononce bien, ça va? Eberhoul, qui vient de Montréal, qui est orthopédagogue professionnel. Donc, depuis 2018, après avoir été un éducateur spécialisé. Donc, passionnant parce que Jason pourra nous expliquer ce qu'est ce métier qui est peut-être pas trop connu en France, mais très, très répandu au Canada. Et donc, sur votre profil, votre devise est « Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite, il faut prendre l'escalier ». Une très, très belle devise. Bravo. Voilà. Et également, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Arnaud. Alors, Catherine Arnaud est au conseil d'administration d'Apeda 10 France. Et vous êtes également dyslexique et dysorthographique. Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez un parcours que j'ai trouvé très courageux, brillantissime, puisqu'en fait, vous avez fait un master à Centrale Supélec. Et maintenant, vous êtes dans l'emploi. Vous êtes coordinatrice de projets complexes pour un éditeur de logiciels dans le domaine médical. Et ce qui est magnifique, c'est que vous allez pouvoir nous partager aujourd'hui voilà, comment vous l'avez vécu de l'intérieur, non seulement à l'école, mais aussi dans le monde de l'emploi. Voilà, donc 4 intervenants aujourd'hui et une petite heure ensemble. Et on finira, on va dire, l'entretien par des exemples aussi de 10 qui sont dans l'emploi et qu'est-ce qu'ils ont fait quelque part pour réussir dans l'emploi. Et chaque intervenant échangera aussi avec des exemples très tangibles sur des histoires de réussite pour entrer dans l'emploi en tant que 10. Voilà, donc on va commencer avec Sophie. Vous avez donc travaillé particulièrement en Suisse, en Italie et en France. Voilà, vous êtes donc attentive, on le disait, au parcours des 10 pour toutes ces familles dans ces différents pays. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans notre entretien, c'est que vous disiez, à juste titre, à l'école, on apprend pour faire, hein, mais à l'étranger, on fait
d'abord pour ensuite apprendre. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous témoigner, déjà votre parcours professionnel, personnel et aussi pourquoi cette devise? Bonjour à tous, merci. Je vais d'abord tenir la promesse que je me suis faite. C'est depuis 10 ans que je fais partie de Avenir Dysphasie et de la FF10. Remercier à chaque fois tout ce travail et ces efforts et cette collaboration. Et voilà, je me suis fait la promesse parce que ça a été pour, nous, notre parcours personnel et un enfant 10, une aide extrêmement précieuse. Donc bravo pour ce travail. Ça fait 10 ans que je vous suis, c'est fantastique. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, que la première fois que je suis arrivée. Donc vraiment merci beaucoup. J'ai perdu le fil, du coup, après mes remerciements de reconnaissance. Oui, notre parcours, personnel a fait que, on s'est retrouvé avec un enfant dont la prise en charge de dysphasie et TDAH a dû être, faite à l'étranger. Et effectivement, dans ces conditions, les diagnostics, et cetera sont extrêmement complexes. Donc l'idée, quand on est arrivé, notre troisième enfant a été immédiatement, confronté à l'âge de 3 ans et donc l'école nous a dit: «Ben, on ne peut pas prendre cet enfant». Donc c'était quand même maintenant il y a 12 ans, c'était assez il y a longtemps et on s'est tourné vers, nos moi je suis allée chercher des exemples de familles en fait, dont les parcours étaient réussis ou construits parce que l'idée c'était de construire le parcours et après être allée voir, les Français, les Suisses, les Belges et les Québécois. Il se trouve et le hasard d'aujourd'hui fait que la boucle se boucle. Ce sont des familles, québécoises qui ont, effectivement, qui avaient le plus d'avance sur cette prise en charge de parcours 10 parce que j'avais bien compris, c'est ce que je dis aux familles, avec qui on a ces entretiens réguliers, permanents grâce à l'FF10, construisez le parcours sur un long terme. C'est un marathon, et c'est un marathon qui ne doit pas se considérer comme, chaque rentrée, chaque difficulté, mais sur 10 ans, parce que quand vous rentrez 10 à 3 ans, 15 ans plus tard, et même dans l'emploi, c'est aussi, une vraie difficulté. Donc les familles québécoises avec les modèles d'orthopédagogues, voilà, m'ont formée, informée et ça, c'était des modèles de famille, hein, qui m'ont été transmis, sur lesquels nous, à l'étranger, comme on n'avait pas du tout cet appui français, on s'est vraiment construit là-dessus. On a organisé un modèle avec, l'école, avec les médecins et avec nous, les parents, sur ce modèle-là. On s'est donné une année et on s'est dit: «Si au bout d'un an, vraiment ça marche pas, on retournera en France». Mais nous, on avait une vie professionnelle chacun, mon mari et moi. On avait 2 autres enfants qui étaient très bien là où ils étaient, donc il fallait trouver une solution hors sol. Et puis, on avait aussi une deuxième famille qui nous a donné un modèle, hein, puisqu'on parle de modèle, en fait. Je crois qu'on est là pour, en témoigner des modèles. Une famille, parce que l'école nous a dit: «Non, c'est absolument impossible d'avoir un référent dans l'école», donc l'équivalent d'un orthopédagogue que la famille québécoise nous avait vraiment annoncé. Ce qu'on avait essayé de proposer à l'école et l'école nous a dit: «Non, pas du tout, on n'a jamais fait une chose pareille». Or 5 ans avant, une autre famille m'a témoigné elle était venue avec un enfant sourd et que cet enfant sourd avait été accompagné par un AESH, l'équivalent d'un AESH spécialisé en troubles, en langue des signes, qu'elle était dans la classe et qu'elle a accompagné cet enfant et cetera. Donc l'école savait faire, mais l'école avait oublié et c'est les parents qui nous ont transmis ce modèle et qui sont revenus nous donner le modèle. Donc avec 2 modèles de parents hors mur, on a construit notre propre modèle et en fait, c'était un peu l'idée, je trouve que, FF10, commence vraiment à se tourner vers d'autres modèles. J'ai discuté avec beaucoup de chercheurs aussi, des jeunes chercheurs qui sont allés voir les modèles un peu anglo-saxons de prise en charge parce qu'en tant que parents experts, la remédiation et le progrès de l'enfant et la construction du parcours est vraiment la chose la plus importante. Alors je reviens sur la Suisse, le modèle suisse sur l'entrée en l'apprentissage et cetera. Évidemment, la Suisse est toujours, citée souvent en modèle, sur, le modèle de l'apprentissage pour rentrer, dans la vie,
active. Et pourquoi c'est un modèle qui est particulièrement bien adapté aux 10, mais en fait, c'est aux enfants en difficulté en général, et pas en difficulté dans la vie, en difficulté avec le modèle scolaire traditionnel qui leur est proposé. Et en fait, dans cette possibilité, dès l'âge de 12 ou 13 ans, ou à l'âge de 16 ans, ou à l'âge de 18 ans, avec à chaque fois des possibilités de reconstruire avec des parcours un peu plus longs, mais des certifications, à chaque niveau, chaque fois que l'enfant ne sait pas écouter pour travailler ensuite, enfin apprendre pour ensuite travailler, il a le système inverse, c'est-à-dire qu'il suit un professionnel très tôt, il apprend en observant, et ensuite il a un système qui lui permet de donner un petit peu plus de techniques pour avoir des certifications. En fait, le modèle est inversé. Donc en fait, l'école traditionnelle est faite, on est là, on écoute pour faire, on apprend pour faire ensuite son métier. Le système de l'apprentissage est tout à fait possible pour les enfants qui veulent faire et ensuite travailler. Et je trouve que dans les modèles intéressants, ce système est intéressant, surtout qu'il est, il est possible à l'âge de 12-13 ans, il est possible à l'âge de 15-16 ans, il est possible à l'âge de 18 ans, et à chaque fois, il y a des passerelles très valables pour pouvoir avoir une certification, être reconnu dans le monde du travail et pris par un professionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a semblé intéressante dans l'observation et dans le témoignage des familles, c'est que c'est un modèle qui est très... Par exemple, quand vous voulez rentrer en apprentissage à 12-13 ans ou même 16 ans, c'est vous qui allez chercher votre maître de stage. Donc, c'est votre démarche, la démarche de votre famille. Donc, les familles sont très intéressantes. Vous cherchez ce qui vous intéresse comme métier. Donc, de plus en plus de métiers sont ouverts et reconnus aux certifications. Et ensuite, vous avez une formation personnalisée. Donc, vous discutez avec votre maître de stage. Ce n'est pas comme si vous allez à l'Uni où vous avez une masse. Vous discutez avec votre maître de stage et vous construisez votre apprentissage avec un maître de stage qui est très au courant de vos difficultés, qui sait les adapter, qui va faire l'effort, qui va chercher les ressources. Donc, en fait, c'est très en duo. En fait, c'est des constructions en duo. Et je trouve que dans ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes en difficulté, quelles que soient leurs difficultés, ou même si elles ne sont pas très intéressées par les études, la construction en duo permet de compenser certaines difficultés d'apprentissage et rend une expertise qui est reconnue par différents diplômes. Je ne vous donne pas les différents diplômes parce que ça n'a aucun intérêt ici. Mais en fait, c'était la double construction. Voilà, dans un premier temps. Très juste. Oui, merci. Effectivement, l'importance de l'apprentissage en Suisse comme en Allemagne, j'imagine, pour aider les personnes en difficulté ou peut-être neuroatypiques ou autres, primordial en France. On commence dans l'apprentissage, mais c'est encore très balbutiant. Mais on a les apprentis partout, les apprentis d'Auteuil, etc. Mais c'est pareil, pas simple d'y rentrer. En France, on est encore un petit peu plus loin dans l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est une belle lignée, une belle voie d'avancement pour rentrer dans la vie professionnelle. Oui, c'est ça. Pratiquer avant d'apprendre. Et avec le maître de stage et en petit comité, absolument, oui. Alors, vous nous avez parlé d'orthopédagogue comme étant une spécificité effectivement de la Suisse. Donc, on a le plaisir d'avoir Jason qui est orthopédagogue professionnel. Donc, c'est son quotidien. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, en effet, au Québec, l'orthopédagogie est une profession qui est quand même assez jeune, qui est née de la Révolution tranquille, donc dans les années 60. Donc, 60 ans d'existence pour cette profession-là, c'est quand même jeune. Pour y accéder, on doit aller à l'université et il n'existe plus de parcours en orthopédagogie. On va plutôt passer par l'enseignement de l'adaptation scolaire et sociale. Donc, nous sommes tous des enseignants à la base. Donc, c'est pour ça que ça se rejoint beaucoup à vos enseignants spécialisés, si on veut, à la différence que, comme orthopédagogue, on est formé sur vraiment toutes les difficultés que les jeunes peuvent vivre. Donc, on va vraiment avoir des cours très spécifiques sur tous les 10
l'autisme, autant tout ce qui est comportement. Donc, on va vraiment toucher à tous les types de clientèle pour bien les comprendre. On va également faire, on va également s'intéresser au développement, donc à la psychologie pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, la neuroéducation fait partie de la formation. On va également toucher à tout ce qui est au niveau du langage pour bien comprendre l'entrée dans l'écrit, l'entrée dans l'oral, ce qui va nous amener à faire de l'orthopédagogie. Donc, si on regarde vraiment là, au niveau de l'étymologie, ortho, rectitude en grec, donc rectifier, et pédagogie au niveau des apprentissages. Donc, on va devenir des spécialistes, si on veut, de la remédiation des apprentissages. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, les orthopédagogues vont vraiment travailler dans les écoles. Donc, c'est une caractéristique qui est très particulière, je crois, au Québec. Vous, la plupart de vos professionnels vont être à l'extérieur, alors que nous, on va avoir les orthopédagogues, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés qui sont un peu comme vos accompagnants, là, vos AESH. Ils vont tous se retrouver dans l'école pour accompagner les élèves. Donc, on a la maternelle au Québec qui est là pour le dépistage. Le bien fondé de la maternelle à la base, c'est pour dépister les difficultés d'apprentissage, les difficultés au niveau social de nos élèves. Donc, moi, personnellement, je travaille avec des élèves de 12 à 15 ans, de 12 à 17 ans, pardon. Donc, pour moi, c'est le secondaire. Là. Pour vous, c'est à partir de la 6e, 5e et en montant. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les élèves, les familles au niveau des difficultés d'apprentissage. Je vais également être en charge des plans d'intervention. Donc, ça, c'est le cadre légal qu'on met en place pour les accommodations, les aménagements. Donc, c'est moi qui est en charge de s'occuper de la rédaction de ce rapport-là qui est légal. Je ne sais pas si en France c'est légal, mais nous, avec la politique de l'adaptation scolaire, la loi sur l'instruction publique, là, le plan d'intervention, une fois qu'on le met en place, l'enseignant n'a pas le choix de le respecter. Il ne peut pas prendre la décision de se dire « Ah, ben moi, je ne lui donnerai pas de temps supplémentaire aujourd'hui à mon élève parce que c'est un droit, c'est dans la loi, donc il pourrait avoir des représailles. » On ne parle pas de poursuite ou de choses comme ça, mais il va falloir qu'il y ait correction par la suite là, du manquement qu'il va y avoir eu. Il y a une question. Oui, donc je vais rectifier ça. Donc, nous, comment ça fonctionne au Québec, c'est qu'on a notre ministère de l'Éducation et chaque région, merci, chaque région administrative et même dans une région administrative, il peut y avoir plus d'un centre de services scolaires. Donc, c'est dans ce centre de services scolaires-là qu'est géré les ressources, l'argent. Donc, le ministère donne au CSS et le CSS redonne aux écoles. Donc, évidemment, une école qui est en milieu défavorisé va recevoir plus d'argent et probablement pourra mettre plus de sous dans les services aux élèves. Et là, tout dépendant du besoin de l'école, soit qu'elle va embaucher plus d'éducateurs spécialisés parce que les besoins sont plus au niveau de l'accompagnement au jour le jour des élèves, ou en orthophonie, en orthopédagogie. Dans certains milieux, il va y avoir des hygiénistes dentaires. Parce que dans les milieux pauvres, souvent, c'est une problématique, l'hygiène en général, des infirmières, des travailleurs sociaux. Donc, il y a vraiment cette redistribution-là de l'argent qui est fait là, dans les écoles. Donc, on a nos centres de services scolaires et on a également des écoles privées.
Dans nos écoles privées, il y a deux types. Il y a les écoles privées subventionnées. Donc, ils reçoivent un certain montant du gouvernement et tout le reste de leur argent vient de ce que le parent va payer pour envoyer son enfant là. On parle ici là, de environ 5 000, 6 000 $ par année. Donc, ça ferait peut-être 8 000 €, quelque chose comme ça. Et on a les écoles complètement privées qui, elles, c'est uniquement sur la base de l'inscription. Donc, ces écoles-là, comme elles ne reçoivent pas nécessairement de subventions gouvernementales, n'auront pas nécessairement tous les services nécessaires, mais c'est à eux de les gérer dans leurs frais d'inscription. Puis là, on parle de frais d'inscription de plus de 10 000, 15 000 $. Donc, c'est à eux de gérer puis d'embaucher les spécialistes qu'ils veulent. Donc, pour ma part, je travaille dans une école secondaire privée subventionnée. Donc, je suis embauché par l'école. Par contre, je suis le seul orthopédagogue pour 2000 étudiants. Bon, ce n'est pas 2000 étudiants qui ont besoin de moi, c'est 10 comme dans n'importe quelle école. Hein, c'est 10 de la clientèle qui a un 10. Donc, évidemment, si l'enfant a besoin, tout à l'heure, on a parlé des niveaux d'intervention. Niveau 3, c'est ce que l'enseignant peut faire en classe. Nous, on base beaucoup nos interventions sur la réponse à l'intervention, la RAI. Donc, premier niveau, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Donc, on va mettre en place des flexibilités. Par la suite, au niveau 2, c'est là que moi, souvent, je vais intervenir. Je vais aller faire du team teaching en classe. Je vais prendre des sous-groupes pour réenseigner certaines stratégies, certaines notions qui n'ont pas été acquises. Et par la suite, au niveau 1, au niveau 3, ouais, 1, 2, 3, à ce point de la pyramide, on va suggérer aux parents d'aller à l'externe, donc ce qui serait le libéral pour vous, là, donc d'embaucher peut-être un orthopédagogue au privé. Oui, c'est 1, 2, 3, c'est ça, au niveau 3. Donc, il y a possibilité aussi de travailler avec des orthopédagogues privés, des orthophonistes privés, ergothérapeutes, tout ça, en dehors de l'école, mais on a quand même certains des services là, qui sont inclus à l'intérieur de l'école. Quand on revient sur notre thème, effectivement, de l'emploi, donc l'orthopédagogue va aider dans le domaine scolaire. Est-ce qu'il y a ensuite une continuité pour l'insertion professionnelle des élèves qui sont suivis? Et si oui, comment? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a au Québec, ma formation, c'est vraiment l'enseignement en adaptation scolaire sociale. Donc, il est évident que dans une école privée comme la mienne, souvent, on va avoir des cas assez légers de dyslexie, d'orthographie, dysphasie, tout ça. Donc, c'est des élèves qui suivent un programme tout à fait régulier, qui vont être accompagnés par nos conseillers en orientation, qui vont les orienter pour trouver une carrière. Ils vont aller par la suite au collégial puis à l'université. Par contre, dans les écoles publiques, on a des classes d'adaptation scolaire. Donc, on a des programmes particuliers et ce sont des enseignants en adaptation scolaire qui sont dans ces classes-là. Donc, généralement, les élèves qui arrivent au secondaire avec 2 ans d'écart au niveau des apprentissages vont se retrouver dans des classes qu'on appelle cheminement particulier continu. C'est des classes où ils vont faire des apprentissages de 3e, 4e, 5e, 6e année. Donc, là, CM1, non, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça serait, en tout cas, la 6 et la 5, là, dans votre cas, et un peu plus tôt. Donc, on ne fait pas des apprentissages du secondaire généralement en CPC. Par la suite, on a des classes, quand on avance dans le parcours, on a des programmes de formation préparatoire au travail. Donc, c'est des élèves qui vont commencer des apprentissages au niveau secondaire, mais qui ont plus de difficultés, donc on va déjà les amener sur le marché du travail. Donc, à chaque année, ils vont avoir des stages. On va les orienter, on va les accompagner pour
justement s'assurer qu'ils puissent se trouver un emploi en regardant leurs goûts, leurs intérêts. Bon, évidemment, ce seront des emplois, par exemple, être cuisinier, être coiffeur, être pharmacien. Donc, c'est des formations qui ne vont pas nécessairement nécessiter beaucoup d'études, mais on les accompagne. On a aussi des programmes de formation à des métiers semi-spécialisés. Donc, c'est encore des enseignants en adaptation scolaire qui accompagnent ces jeunes-là, qui vont... généralement, ces élèves-là sont plus forts que ceux en formation préparatoire au travail. Donc, une fois qu'ils ont complété leur certification de FMSS, formation à métier semi-spécialisé, ils vont pouvoir aller faire un diplôme d'études professionnelles. Donc, au Québec, un diplôme d'études professionnelles, c'est vraiment des emplois plus au niveau manuel. Donc, aller en coiffure, aller mécanicien. Donc, tous les emplois qui sont beaucoup plus manuels vont aller faire un DEP. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, Sophie, vous voulez rajouter quelque chose sur le dernier point? Ce que je trouve intéressant, justement, pour comparer les systèmes, en Suisse, ça a été pendant très longtemps le cas sur l'apprentissage. Et très récemment, les cantons ont ouvert ces formations et ces apprentissages à d'autres métiers qui sont très enviés par les jeunes, notamment les métiers de la santé, les métiers du sport, les métiers qui font envie aux jeunes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 34 000, il y avait des centaines et des centaines de places d'apprentissage qui restaient vacants chaque année parce que les jeunes n'avaient pas envie d'y aller. Donc, les jeunes se sont dit, mais nous, on est intéressés. Nous, comme métier, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça. Donnez-nous des places d'apprentissage. Et ils ont réussi à réintégrer, en fait, ces enfants-là sur des métiers qui les intéressaient. Tout à fait, merci beaucoup. Alors effectivement, le métier d'orthopédagogue, et je vous donnerai la parole, Jason, est assez intéressant parce que j'ai regardé, je ne connaissais pas ce métier, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé en France, il y en a quand même très peu. Effectivement, on n'a pas cette loi canadienne qui impose effectivement ce type de profession dans les écoles même pour aider les enfants. Donc on n'est pas aussi bien équipé. Par contre, le message de l'apprentissage reste quand même très très pertinent et à répliquer sur la France. Donc, Jason, vous voulez rajouter un point avant que je passe la parole à Christian? Ouais. Oui, c'est ça. Parce que je parlais des classes d'adaptation, mais on a aussi dans les classes d'adaptation des classes langage pour les élèves qui ont une dysphasie, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus chez Dysphasie Québec. Mais simplement dire que c'est le genre de parcours qui a été créé pour la réintégration dans les classes régulières. Donc, à la base, un élève qui va aller dans une classe d'adaptation scolaire de ce type-là, ça va être pour être réintégré par la suite. Donc, d'aller avec l'aide de l'orthopédagogue, de l'orthophoniste, être rééduqué au niveau des apprentissages pour la suite pouvoir continuer le parcours régulier. Je vais justement faire un point là sur le côté langage, parce qu'on en a parlé lors de la préparation de cette table ronde. Donc vous, j'imagine au Canada, il y a français, anglais, etc. Je me pose la question, lorsqu'on est 10 et qu'on veut rentrer sur le marché de l'emploi et réussir, est-ce qu'il est approprié justement de persister pour apprendre une deuxième langue, par exemple l'anglais, pour effectivement être plus employable sur le marché de l'emploi? Donc oui ou non, est-ce qu'il est bien d'avoir une deuxième langue? Comme... Ah oui, ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas arriver, on a les jeunes là, qui sont là dans la salle avec qui on discute, on ne peut pas arriver sur le marché du travail avec un diplôme sans parler anglais. Pendant très longtemps, en dysphasie, on a dit ne pas enlever toutes les deuxièmes langues parce que c'est trop compliqué. Je suis désolée, on ne peut pas arriver sur le marché du travail avec la double chose, ne pas parler anglais et avoir un 10 ou un TDAH, etc. Il y a des professeurs d'anglais, parents d'enfants dyslexiques qui ont développé des méthodes qui sont vraiment adaptées,
C'est plus long, c'est plus compliqué, mais n'abandonnons pas l'anglais, c'est pas possible. Ça, c'est mon message de rentrer sur le marché du travail. Donc oui, apprenez l'anglais pour rentrer sur le marché du travail. Et j'ai vu dans les ateliers, il y a des petits outils sympathiques justement pour aider l'apprentissage de l'anglais pour les 10. Donc oui, il faut le faire. Ah, Catherine, un point sur ce sujet? Bonjour, juste pour l'anglais, puisque je dois le pratiquer au quotidien et j'ai été face à des problématiques du TOEIC, etc., qui sont exigées dans des écoles. On voit souvent la dyslexie comme une difficulté. En effet, c'est super compliqué d'apprendre des mots compliqués. Mais j'aimerais bien montrer une des forces de la dyslexie, justement, face à l'apprentissage de l'anglais. Bon, moi, je parle comme une vache espagnole. Je dis toujours, je conjugue mal, mais bon, je me fais comprendre et je continue à travailler comme ça et ça marche. Mais en fait, un dyslexie ou quelqu'un qui a des troubles 10, il a du mal à écrire plein de mots, en fait, en français déjà. Donc, tout au cours de sa vie, dès la plus grosse enfance, il apprend à assez rapidement reformuler des phrases pour arriver à trouver les bons mots. Et moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé lors de mon apprentissage de l'anglais, parce que même quand j'étais à l'étranger, etc., ben, j'avais beaucoup plus de fluidité que certains élèves qui n'avaient pas ces troubles, parce que dès que j'avais cette difficulté de ce mot, réadaptation automatique, qui n'est pas évident pour des élèves qui n'ont pas l'habitude de cette réadaptation. Donc voilà, il faut aussi voir le côté positif. Voilà. Donc Catherine qui l'a, bravo, bravo, bravo. Ouais. Très, très, très beau témoignage. Donc, je vais passer à... C'est ça, c'est des stratégies que Catherine a développées. Puis c'est en quelque sorte ce que l'orthopédagogue fait aussi. Il va accompagner les élèves à développer des stratégies parce que rendu au secondaire, si l'élève n'a pas réussi à apprendre la règle orthographique ou la règle grammaticale pour le participe passé employé avec avoir, on va développer d'autres stratégies. On va mettre des aménagements en place. Absolument. On a compris que l'anglais était important et que l'orthopédagogue est également très important. Voilà. Christian, alors on a beaucoup parlé de l'accompagnement de la personne 10 dans sa globalité à l'école, on a parlé de l'orthopédagogie, on a parlé de ce qui se passait en Suisse. Au Québec, maintenant, par vos fonctions, comment est-ce que vous voyez l'approche de l'enfant et de l'adulte multi-10 ou 10, et quelles sont un peu les techniques québécoises qu'on pourrait, nous, utiliser en France? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas de tomates, là. Mais je pense qu'on n'a rien à vous apprendre. Tout le monde a le même discours. On est tous pareils. On dit tous la même chose, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Suisse, qu'on soit au Québec. C'est juste le parcours qui est différent. Oui, au Québec, on a développé l'inclusion sociale, l'inclusion scolaire, où l'enfant, avec des nouveaux programmes gouvernementaux présents qui parlent d'agir tôt. Si vous cherchez au niveau du gouvernement du Québec, il y a un nouveau programme qui s'appelle Agir tôt. C'est vraiment un programme au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux pour cibler le plus tôt possible toute problématique qu'un enfant entre 0 et 5 ans pourrait avoir, donc le prendre le plus bonheur possible. On a au Québec un réseau d'organismes, des OBNL, des organismes à but non lucratif, qui sont subventionnés par l'État avec des subventions récurrentes. Moi, c'est mon métier de diriger un OBNL. Ce qui fait que je suis là à temps plein. Je suis là à 35 heures et même plus par semaine avec des employés à temps plein à pousser la cause et à travailler auprès, à faire des représentations, faire de la sensibilisation, faire de la formation, recevoir les parents, aider les enfants qui en ont besoin. On devient une ressource alternative qui vient aider les jeunes en problème. Moi, j'aime à dire qu'on est là pour les trous de service. C'est quand il y a un trou de service, quand il y a un trou de service à l'école, c'est-à-dire que le jeune se fait dire, les parents se font dire, ben ton jeune, il fonctionne à l'école.
je te donnerai pas de service. Puis là, il arrive à la maison, puis il dit, oui, mais moi, il marche pas chez nous. J'ai de la misère. Bien, il est là, le trou de service. Je suis là pour aider cette famille-là parce qu'ils n'auront pas le service à l'école. Ils n'auront pas le service payé par le gouvernement qui est à l'école. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi, j'ai des membres chez nous, français, qui ont déménagé au Québec parce qu'ils disent, on a déménagé parce qu'on va avoir des services pour mes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, c'est l'inclusion scolaire qu'on a développée, tout simplement, dans lequel, justement, au primaire, tout le monde est là pour les enfants. Tout est conçu pour les enfants. Le ministère de la Santé puis le ministère de l'Éducation sont comme ça. Puis ils sont là pour les enfants, pour leur donner le maximum de possibilités afin de réussir dans la vie. Et en plus, bien, on a un réseau d'organismes qui est là, des organismes pour l'intégration au travail, des organismes pour aider les enfants, les jeunes en difficulté, les jeunes adultes à faire des CV, à pratiquer des entrevues, des jeunes, des entreprises comme nous autres qui sont là pour faire de la sociabilisation, pour montrer à ces jeunes-là, tu n'es pas tout seul, il y en a d'autres autour de toi. Tu sais, si on parle de 7,5 % de la population qui présente un TDL au Québec ou à travers ouais, on parle, ouais, c'est trouble développemental du langage. On a, juste pour mon secteur qui est la capitale nationale, donc Québec, et la Rive-Sud jusqu'aux lignes, on touche à peu près pour nous autres 88 000 cas possibles. Et on ne les voit pas, on ne les trouve pas, ils sont invisibles. Donc, on s'en va dans les écoles, on fait de la formation, de la sensibilisation, on forme les animateurs, on forme de camps d'été, de camps de jour, on les sensibilise à ce que c'est, comment les déceler dans un groupe, afin que le jeune puisse, comme je dis si bien au Québec, avoir du fun. Qu'il puisse aimer son été, qu'il puisse aimer son activité, et non qu'il soit dans son coin à rien faire, puis que l'animateur ne sait pas pourquoi. Fait que c'est vraiment, tout passe là-dedans, dans la sensibilisation. Et vous me disiez lors de l'entretien que vous avez comme projet, vous me disiez, il n'y a plus de limite entre les pays. Et Christian a comme projet de créer en fait la francophonie des 10. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? L'idée germée à travers, on est à peu près une douzaine d'organismes sur la dysphasie à travers le Québec, donc dans les territoires, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Montréal, Laval. Alors, c'est tous les territoires du Québec, on a à peu près 10 organismes, douzaine d'organismes qui travaillent là-dessus. Puis là, il y en a un là-dedans qui est une petite bébite assez énergique, puis qui veut faire un congrès international sur le TDL, sur les troubles développementaux du langage, francophone, l'année prochaine, en 2023, en octobre 2023. Et c'est quelque chose qui est réalisable. Puis moi, ben, je me suis dit, tant qu'à venir en Europe vous rencontrer, ben, je veux créer des liens parce que la pandémie nous a appris une chose, c'est d'utiliser Zoom. Puis à partir de là, ben, il n'y en a plus de limites. Il n'y a plus de frontières. Fait que je me dis, pourquoi pas se réunir une fois par mois, une fois 2 mois, autour d'un café virtuel, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Le RADLD en anglais le fait très bien entre l'Australie, les États-Unis, l'Ouest canadien et Londres, l'Angleterre. Fait que pourquoi que nous autres, on ne le ferait pas aussi bien avec le côté francophone et se rallier avec le RADLD également du côté anglophone parce qu'ils vont traduire de toute façon ce qu'on dit puis ils vont le traduire ce qu'ils nous disent et devenir donc à ce niveau-là mondial. Et que tout le monde parle et que tout le monde dise qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font et reprendre les bons coups de partout pour les reproduire, tout simplement. Excellente initiative, le mot est lancé. Maintenant, on va tenir la promesse, on va créer la francophonie de la dysphasie. Un autre point? Ceux qui
qui ça leur tente, ben, allez sur notre site tout simplement, dysphasiequebec.com et trouvez le formulaire, écrivez-nous. On va essayer de créer une liste de contacts pour essayer d'en discuter tout simplement. Moi, j'ai déjà dit oui, parce que le partage d'expérience, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, et c'est comme ça que les parents avancent. On a eu beaucoup de témoignages de parents, et c'est vraiment la transmission de l'expérience entre parents qui souvent fait la différence dans la prise en charge des parcours. Donc, il a déjà mon vote. J'espère qu'il y en aura d'autres. Juste, vous parliez du partage d'expérience entre parents, mais vous disiez aussi qu'il y avait pas les pays ne devaient pas s'envier, mais le partage d'expérience entre pays est, je pense, très intéressant, puisque notamment au Québec, bon, si j'ai bien lu, hein, on n'est jamais sûr, mais j'ai cru comprendre, par exemple, qu'aux universités, les étudiants avaient le droit de pouvoir consulter un quart d'heure avant l'examen, donc le professeur, avec le sujet, non pas pour demander les réponses, mais bien juste pour vérifier qu'ils aient bien compris la question. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère la France pourra mettre en place aussi, puisque c'est une source d'erreur. On a des aménagements, en effet, dans les universités. Donc, ce qui est fait au primaire va être souvent reconduit au secondaire, au cégep et à l'université. Par contre, moi, j'ai jamais entendu parler d'une mesure comme celle-là, mais le temps supplémentaire, par contre, est une mesure qui est possible. Puis, à l'université, souvent, on va même offrir des locaux isolés pour les élèves. Donc, c'est ça, il va y avoir plusieurs aménagements. Donc, une possibilité d'utiliser... Parce que c'est ça, moi, ce que je dis à mes élèves, ton temps supplémentaire, il ne te sert pas à rusher ton examen, à te dépêcher pour le terminer. Il te sert à utiliser tes stratégies. Donc, si ta stratégie, c'est d'utiliser ton tiers-temps pour lire les questions une deuxième fois, ou relire le texte, par exemple, dans un examen de lecture, ben, tu as fait une bonne utilisation de ton temps supplémentaire. Fait que c'est peut-être là. En effet, il y a des aménagements possibles. Puis je dirais que au cycle supérieur, c'est qu'ils ont des conseillers en service adapté. Donc, on n'appelle plus ça des orthopédagogues. C'est des conseillers en service adapté. Puis, c'est vraiment des rencontres individuelles avant le début de la session qui vont être faites entre l'étudiant et le conseiller pour justement déterminer quels sont les besoins de l'élève. Une chose que je voudrais ajouter, nous, on ne demande pas de diagnostic au primaire et au secondaire pour donner des services, des aménagements. C'est quand même important de le dire. Il peut y avoir des exceptions, dans le sens où tantôt, tout à l'heure, je vous ai parlé des différences entre écoles publiques, privées, subventionnées, privées. Les écoles complètement privées pourraient demander un diagnostic parce qu'elles n'ont pas la subvention du gouvernement pour donner les aménagements, pour avoir les... Donc, souvent, ils vont demander à ce que l'enfant ait à l'extérieur chercher un diagnostic. Mais sinon, la pensée, c'est beaucoup plus d'y aller selon le besoin. Donc, tu as une difficulté en lecture, je n'ai pas besoin de savoir que tu as une dyslexie. Je vais te donner les outils, je vais te donner les services pour te permettre. Exactement, pas d'étiquette. Alors, dans les témoignages de parents à l'étranger, le système australien et italien est aussi sur ce modèle-là. Et c'est vrai que les retours d'expérience sur les prises en charge sont beaucoup plus immédiates et adaptées aux familles, à l'enfant, ça c'est certain. Il est vrai que pas besoin de diagnostic dans les petites écoles, c'est quand même un progrès phénoménal pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, et apparemment c'est le cas en Italie et ailleurs. Il est suggéré, mais on ne va pas lui guider effectivement le diagnostic. On va revenir sur notre thème de l'emploi, qui est un thème majeur, notamment avec Catherine.
qui vit l'emploi en France et qui l'a vécu, qui le vit. Catherine, donc je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, est dyslexique et dysorthographique. Voilà. Et donc Catherine va nous partager son parcours scolaire et professionnel. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure les remerciements en début de séance. Donc je vais compléter, je vais me permettre. Donc je voulais juste tous vous remercier d'être là, d'être présents, pour vos enfants, mais pour les enfants qui arriveront après, puisque comme disait mon prof, bon, c'était un prof d'anglais donc je l'aimais pas trop, mais il disait toujours learning is repeating. Et ce que vous faites pour vos enfants, d'aller voir tous les profs, de devoir les sensibiliser, quand malheureusement à l'heure actuelle c'est pas encore ancré, vous permettez d'ancrer ça, et c'est aussi pour les prochains étudiants et enfants qui arriveront. Donc félicitations pour ça, et aussi pour l'aide que vous apportez à vos enfants, parce que un trouble, c'est toute la vie, et c'est aussi c'est une aide en plus des parents, et ils ont aussi besoin de soutien, donc félicitations à vous. Donc il y a peu de temps, j'avais vu une conférence qui nous expliquait comment bien paraître, parce qu'il nous disait 90% de l'image qu'on va se faire de vous et qu'on va garder sur vous se fait en 1 seconde et demie quand vous arrivez. Sauf que du coup, quand on cherche un emploi, de la première lettre au dernier mot de la lettre, du mail, parce que souvent c'est un mail, c'est un CV, c'est une lettre de motivation, vous allez faire une impression. Et donc, il suffit d'un mot finalement, donc 200 mots, un mot, hop, un jugement de valeur avec nos mentalités actuelles sur les fautes d'orthographe. Et quand on écrit, on ne peut pas se présenter. À l'heure actuelle, dans mon métier, je travaille avec énormément de personnes, puisque je suis coordinatrice de projets sur toute la France. 80% de mon travail se fait via visio, mais par écrit. Et donc, je ne peux pas me permettre souvent, parce que dans les mails, on a souvent de la correction qui se fait avec des outils, et merci à ceux qui développent aussi ces outils pour nous aider. Mais quand on fait du chat, et ça arrive beaucoup dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas se permettre de toujours corriger, parce que là, c'est une vraie pénalité. Alors ma phrase, c'est toujours bonjour, on se présente, je fais ça, machin. Ah, et à la fin de l'entretien, enfin à la fin de la réunion, quand j'ai montré à la personne, j'ai commencé à lui montrer que je comprenais ce qu'il faisait et comment on allait collaborer. Je rajoute, au fait, puisqu'on va être amené à travailler ensemble, je suis dyslexique, je fais des fautes d'orthographe, ça ne veut pas dire que je ne sais pas réfléchir. Et c'est toujours... Et il y a peu, j'ai même dû le dire dans un codir, donc avec tous les directeurs de la boîte. Bon, qu'il faut être à l'aise avec son handicap, parce que la dyslexie, elle est toujours là, et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas réfléchir. Et je pense aussi qu'elle apporte beaucoup de force dans un projet. Parce que quand on regarde des conférences sur la dyslexie, on se rend compte qu'en fait, c'est juste une façon de fonctionner différemment. Et aujourd'hui, on appelle ça, des mots que j'aime pas trop utiliser, mais un handicap, un trouble, on est reconnu comme travailleur handicapé. Mais en fait, on est juste reconnu comme un handicap dans un système qui n'est pas adapté à la diversité. Donc bon, voilà, vous dire maintenant que je m'épanouis dans mon travail, c'est super, j'ai de la chance, je suis contente, mais ça n'a pas été facile. Malheureusement, c'était pas adapté. Je suis rentrée tous les soirs en me disant mais qu'est-ce que je fous là, je comprends rien. J'étais déléguée parce que j'aimais bien représenter, puis écouter les personnes et pouvoir les représenter en conseil de classe. Et je me rappelle, ma mère était prof, était parent d'élèves. Il y a un conseil de classe sur mon dossier. Il y a un prof qui a dit devant moi, en me regardant droit dans les yeux,
si tu ne progresses pas en orthographe, tu n'arriveras à rien dans la vie. Il a dit, et ça arrive, donc il faut se protéger, et c'est aussi compliqué parce que parents, on est démunis, les parents ne sont pas toujours là quand les enfants vont se prendre des réflexions comme ça. Et donc c'est vraiment un challenge en plus, mais c'est un challenge qui crée une force. Parce que à l'heure actuelle, avec du recul, voilà, quand vous allez chercher un emploi, ça va être compliqué, et parce qu'on doit écrire le CV. Moi, à chaque fois, je modifie un mot sur mon CV et je dois le faire relire par 3-4 personnes. Un mot suffit pour faire une faute. Sauf qu'en parallèle, je veux dire, des fois, c'est pas facile de chercher un emploi. On s'y perd, il y a des informations de partout. Sauf qu'un enfant dyslexique, il a l'habitude de se perdre, il a l'habitude de chercher partout, et lui, il va persévérer. Et là, ça crée une force. Et d'ailleurs, sur des projets, il y a pas mal de projets où j'ai vu des gens abandonner. Moi, tous les jours, et je cherche toujours des solutions de contournement. Et en fait, ça, c'est une capacité, un automatisme et une persévérance qui est nécessaire à certains emplois. Et donc, quand on fait au Café des 10 aussi avec l'association dans laquelle je suis, j'aime à dire, battez-vous, parce que quand vous aurez trouvé votre voie, vous serez un énorme soleil. Et il faut y croire. Non, mais il y a beaucoup de parents qui arrivent, qui disent, mon enfant a du mal à lire, mon enfant a du mal. Et en fait, au bout de 10 minutes de conversation, le parent arrive tout naturellement par son enfant. Ouais, il a du mal à lire. Ah oui, mais elle est super sociale, elle adore parler. Ou alors il y a un papa dysphasique, d'un enfant dysphasique qui disait mon enfant, il a du mal à lire, il a du mal à parler. Ah oui, non, mais il connaît tout sur les Avengers. Et on peut se rendre compte qu'en fait, on n'apprend pas assez à s'appuyer sur les qualités de nos enfants. Mais c'est vraiment cette société qui nous montre pas ça, mais je trouve que c'est important de se réanalyser soi-même en tant que parent, parce que vos enfants, alors peut-être que les études, ça sera compliqué, mais voilà, comme on fait tous les jours, il y a des solutions de contournement, et ils y arriveront à trouver ces solutions, plus que des enfants qui n'auraient pas l'habitude et qui, eux, vont abandonner et là vont se retrouver en échec total. Très beau témoignage. Ah, magnifique. On a plein de questions dans la salle, j'adore. Alors je vais vous rejoindre parce que sinon on ne va pas vous entendre. On a 2 questions, monsieur en premier et Oubou également. Voilà. Je dirais, chers sont les talents et non les manques. Et j'ai un projet depuis très longtemps que je pense. Je voudrais créer un pôle sur le pôle de Saclay qui s'appelle World Talent 10, valoriser les talents depuis l'évaluation jusqu'au diagnostic. Je recherche, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis un adulte de 66 ans qui n'a jamais été accompagné et qui a été détecté très tard. Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai éprouvé pendant 14 ans le système social. J'étais animateur de sécurité en un centre de recherche. J'avais 20 000 mètres carrés à m'occuper. Je travaillais en tant que technicien supérieur. J'ai repris toutes mes études à 40 ans. Donc, je cherche des personnes qui veulent faire une étude sociologique et médicale de cas parce que je pense qu'il faut utiliser à la fois les enfants, mais à la fois les talents des personnes qui n'ont pas été accompagnées pour apporter des solutions. Merci. Je vais vous dire un secret, c'est mon Bernard. Il vient à chaque journée des 10. C'est vrai, hein? Il est très fidèle. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, le gros problème que j'ai, je suis éducateur technique spécialisé et je m'occupe de personnes en situation de handicap, dont je les forme et j'essaie en fait de changer leur orientation et leur vie. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que qu'on a toujours tendance à mettre en France les diplômes à la place des compétences, parce que nous avons tous des difficultés à notre niveau. Je prends pour exemple.
Pour les personnes avec qui je m'occupe, ils ont des facilités à faire des choses que nous-mêmes, des personnes dites normales, parce que je ne connais pas c'est quoi la normalité, eh ben, ils vont avoir des difficultés. Et par contre, ces personnes-là vont traiter les personnes auxquelles j'accompagne de personnes handicapées. Déjà, de ce terme-là, je ne l'aime pas du tout, parce que nous sommes en situation de handicap et c'est l'environnement qui fait que nous soyons handicapés. Deuxièmement, nous faisons des choses, nous, les personnes dites normales, qu'eux ne vont pas peut-être réussir. Mais si jamais on les accompagne, si jamais on leur montre, eh ben, il n'y a pas de problème. Ce truc, il est gommé automatiquement. Et moi, où je voudrais en venir, c'est qu'il faudra que vraiment qu'on change de mentalité, qu'on change de verbatim, et ensuite, au lieu de se mettre sur les diplômes, que franchement, le diplôme, je ne vois pas à quoi ça sert, des fois, parce que moi, je connais plein de personnes qui n'ont pas eu de diplôme, qui se retrouvent à diriger des entreprises qui sont plus rentables que les personnes qui ont fait des grandes études. Donc ça, c'est juste mon petit conclusion. Oui, là, la question, c'est que, moi, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de favoriser les diplômes et mettre à la place des compétences? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'était une question. Alors, qui veut y répondre? Je crois que les entreprises, elles cherchent des compétences. Hein. Après, qui veut y répondre? Allez. Alors, c'est grâce aux mentalités qui évoluent. Donc, c'est compliqué, en effet, aujourd'hui, sans diplôme. Mais j'ai eu la chance, il y a peu de temps, de parler avec quelqu'un de mon entreprise. Aujourd'hui, c'est une personne qui gère plus de 20 personnes et un portfolio de solutions de 40 millions d'euros. Et en fait, elle a que le bac. Donc, une autre collègue qui est directrice du project management, mais de tout ce qui est logiciel de laboratoire. Donc, elle a aussi une grande équipe. Et elle a commencé par être aide laboratoire et elle a fini par se retrouver directrice d'un très gros pôle. Donc aujourd'hui, c'est pas évident, mais c'est plus impossible. Donc effectivement, c'est possible, il y a des exemples. La grande question, lorsqu'on cherche un emploi en tant que 10, est-ce qu'il faut le dire à son futur employeur lors du premier entretien de recrutement? Alors on commence par Sophie, et puis après Catherine. Moi, je voudrais vous faire part d'une expérience. J'ai fait pendant quelques temps avant Véronique, le secrétariat d'Avenir Dysphasie. Donc, il y avait à peu près un tiers d'adultes qui posaient des questions et des recherches. Et en fait, la première chose qui disait comment cacher à son employeur qu'on est 10. Et donc, ça m'a vraiment extrêmement étonnée parce que moi, je ne comprenais pas cette question. Et en fait, on a développé des réponses en disant, mais surtout, ne cachez pas. Surtout exprimer les outils dont vous avez besoin pour travailler en équipe, expliquer avec des exemples extrêmement concrets ce qui vous pose problème et quels outils vous avez besoin pour résoudre ce problème. Et souvent dans les équipes de DRH, les frères ou les gens qui dirigent les groupes de DRH qui ont eu des frères ou des sœurs TDAH ou dyslexiques sont les premiers à les repérer et à pouvoir développer ces mouvements. Et donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant, les expériences de fratrie dans ces exemples de DRH. Très, très juste. Donc effectivement, il faut le dire à son employeur avec la même expérience, Catherine. Moi, j'ai eu l'expérience au niveau d'un entretien pour un master. Et donc, on sait qu'on a des aménagements qui sont prévus par la loi, etc. Mais là, la question, c'est bon, est-ce que, à l'heure actuelle, avec les mentalités, on ne sait jamais. Ça peut être un plus de se dire, bon, il en est arrivé là. Et donc, j'avais pris le choix pour mon master de ne pas le dire. Et en fin d'entretien, on m'a demandé, bon, le TOEIC. Et ils m'ont dit, bon, le TOEIC, vous en êtes où là? Enfin, ils ont bien vu, j'avais pas eu le choix que de donner mon dernier examen. Et là, j'ai joué la transparence. Je leur ai dit, écoutez, je suis dyslexique, alors je travaille en anglais là, mais le TOEIC, ben, j'arrive pas. C'est pas adapté.
Et là, bon, il y a quelqu'un, pareil, donc, qui avait une fille, une des deux personnes d'entretien avait une fille, elle a dit, ah, mais c'est déjà un bon résultat pour le TOEIC. Et finalement, si les gens vous voient négativement suite à ce trouble, c'est que vous ne serez pas forcément à votre place. Faut pas oublier que le manager direct, ça sera la personne qui vous managera au quotidien et qui verra. Par contre, moi, pour ma part, je dirais que l'annoncer, je laisserai plus le temps de l'entretien pour d'abord la personne se fasse une idée de vous qui vous êtes en tant que personne, et qu'ensuite vous ajoutiez juste une particularité et ne pas vous identifier par cette particularité. C'est un très très bon point. Oui. C'est un très très bon point. Ne pas s'identifier au départ. On clôture maintenant. C'est une question ou c'est un... Si c'est juste une question, d'accord. J'ai 2 questions, mais 2 questions rapides. Allez-y. Et après... Oui, bonjour. C'est par rapport à une question sur votre parcours. Et donc vous êtes ingénieur informatique. Vous avez... Je vais hausser la voix. Donc vous avez fait des études scientifiques. Est-ce que dans le cadre de ce parcours, il y a des matières, j'imagine les maths par exemple, qui étaient plus faciles en tant que dyslexique, ou comment est-ce que... Rapidement. Je reprends le micro. Je pose la 2e question, ça ira, Catherine? 2 questions dans la foulée, attention. Hein. Ah, il y a une 3e question. Par rapport à votre parcours en master, je suppose que vous avez eu des stages. Et je voulais savoir, par rapport à vos stages, est-ce que vous avez dit que vous étiez dyslexique ou pas? Ou est-ce que vous l'avez caché? Voilà, donc 2 questions. Est-ce que lors des stages, vous avez dit que vous étiez dyslexique? Et la première, est-ce qu'il y a certaines matières, dont les maths, etc., qui étaient plus difficiles que d'autres? Une 3e question. On va déjà répondre à ça. Je resterai à la fin de l'entretien si certains ont des questions. Je pense qu'on peut tous. Les maths, j'ai toujours trouvé que c'était mon faux ami. Parce que moi, je fais beaucoup de fautes d'inattention en français. En informatique, j'en faisais aussi beaucoup. C'est pour ça que je suis pas développeuse, parce que je vois pas les fautes. Et en maths, c'était pareil. Donc, on comprend, mais on fait beaucoup de fautes d'inattention. Et fun fact, ma maman est prof de maths. Et j'ai eu lors de mon bac, j'ai eu une copie où il y avait marqué sur la même page, je crois, faute d'inattention, faute d'inattention. Et donc les maths, c'est pas forcément toujours un bon ami, mais par contre, merci la science, après dans le futur avec l'ordinateur, etc. On a des corrections automatiques sur des problématiques. Et pour le stage, je dirais que ça dépend des logiciels et des mesures dont on a besoin. Mais il est vrai que je prends le choix de toujours le dire pour peut-être pas forcément toujours en entretien, ça c'est un choix parce qu'en stage, mais au moins de l'annoncer à la personne avec qui on travaille, parce que ça ouvre une empathie aussi. Et c'est important d'ouvrir cette empathie parce que ça peut refermer la personne, justement. Merci beaucoup, Catherine. Et Catherine sera là à la fin, donc je vois qu'il y a d'autres questions. Elle a la gentillesse de rester à la fin de la conférence pour répondre à vos questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Voilà. Donc on va devoir clôturer. Et je souhaitais remercier tous les intervenants. On avait prévu de vous donner des petites histoires de 10 qui ont réussi dans la vie professionnelle. On a le temps, 2 minutes, une histoire chacun. Voilà, on est mis à la porte parce que la journée se termine. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Donc, merci à tous nos intervenants.